c'est le concept de pluralité. Comment un enfant parvient-il à utiliser correctement la forme plurielle des mots? Imaginez une petite fille de 2 ans qui a appris récemment à dire le mot cheval lorsqu'elle aperçoit un animal à la langue crinière plus grande d'un chien et qui hennit lorsqu'elle s'en approche. Un jour, elle se promène à la campagne en compagnie de sa mère et elle passe tout près d'un pré dans lequel broutent plusieurs chevaux. Avec une touche de fierté, la petite fille pointe en direction du premier cheval et dit « cheval ». Peut-être elle fait de même en pointant un autre cheval. Si vous avez un petit enfant, vous connaissez ce phénomène que les linguistes appellent « labeling » en anglais. Les enfants, quand ils sont en train d'apprendre les mots, ils utilisent le mot le plus possible. Alors, quand la petite fille fait ça plusieurs fois, la mère peut-être dit « Oui, ma chérie, il y a des chevaux ». Il est possible que la petite fille remarque la différence de prononciation pour la première fois. Quoi qu'il en soit, elle entendra la forme plurielle de ce mot dans d'autres situations et, à la surprise générale, il ne faudra pas beaucoup de temps avant qu'elle emploie le singulier et le pluriel suivant les conventions linguistiques. Comment l'enfant apprend ça? Tous les chevaux qu'elle a vus correspondent à une sorte de matrice de reconnaissance. Cette matrice est le résultat à ce que Piaget appelle l'abstraction empirique, et c'est à cette matrice que la petite fille a associé le mot cheval. Mais aucun de ces chevaux pris individuellement ne peut lui dire qu'il appartient à une pluralité que les adultes nomment chevaux. Cette différence doit littéralement être conçue. Ce n'est pas une question de perception visuelle. Elle ne peut pas être fabriquée que par une réflexion sur les propres opérations. Apparemment, cela a été tellement tenu pour évident que, aussi loin que je me souvienne, aucun chercheur en psychologie du développement n'en a fait mention. Pourtant, ça ne veut pas dire que cela a été correctement compris. La construction du concept de pluralité exige au moins la réalisation des opérations suivantes. Lorsqu'on a reconnu un objet, par exemple un cheval, l'attention doit se déplacer immédiatement sur au moins un autre objet reconnaissable par la même matrice de reconnaissance. Le point saillant est qu'une seule matrice de reconnaissance peut être appliquée avec succès plus d'une fois dans le même contexte. Cette répétition ne réside pas dans les objets, c'est une action. Et prenons l'exemple des chevaux dans le pré. Aucun d'eux ne fournit une indication quant à la présence des autres chevaux. La répétition peut seulement émerger de ce que fait la personne qui perçoit. Cela veut dire que pour utiliser le pluriel correctement, l'enfant doit, d'une certaine manière, prendre conscience de ses propres opérations de reconnaissance. Ceccato a inventé l'expression la consapevolezza operativa, qui veut dire la conscience opérationnelle, pour désigner ce processus qui, je crois,
est assez similaire à ce que Piaget a appelé, de manière sans doute moins évidente, la thématisation. J'ai utilisé cet exemple du pluriel de nombreuses fois, car c'est le plus clair et le plus simple que je connaisse. Des concepts tels que commencement et fin, durée et changement, espace et temps, tous les concepts abstraits peuvent, de mon point de vue, être expliqués de la même manière. Leur construction peut certes requérir des opérations mentales différentes et parfois complexes, mais c'est toujours l'attention que l'observateur accorde à son propre fonctionnement opératoire que les fait émerger. Si vous trouvez cette analyse appropriée, vous serez peut-être d'accord avec ma conviction que cela comporte une variété de conséquences pour l'enseignement. Lorsqu'il devient clair que les élèves doivent construire leurs concepts à partir de leurs propres réflexions, l'idée que les concepts sont transmis au moyen du langage n'est plus défendable. Comme j'ai essayé de montrer au commencement de cet exposé, les mots que l'on prononce sont interprétés par les autres en fonction de concepts qu'ils ont déjà. C'est seulement si leur première interprétation ne semble pas avoir de sens qu'ils tenteront peut-être d'élaborer une nouvelle conceptualisation. Mon ami Umberto Maturana a suggéré que la fonction du langage est d'orienter. Je considère que c'est là une proposition perspicace. Parce que, par conséquent, je n'entretiens pas l'illusion que mon exposé ici puisse vous fournir un nouveau réseau conceptuel. Je serais très content si je pus semer ça et là une doute que vous conduira peut-être vers de nouvelles constructions. Cette réflexion me conduit à soulever un point de vue que j'estime incontournable pour la didactique. Il n'y a pas de méthode infaillible pour enseigner la pensée conceptuelle. Mais une de celles qui a le plus de succès consiste à présenter aux étudiants des situations dans lesquelles leur manière habituelle de penser échoue. Je vais vous présenter un exemple de cette méthode qui a été mise à l'essai par Leonard et Therese dans notre institut à l'Université de Massachusetts. Voici une représentation schématique d'un dispositif qui me rappelle un jeu qu'on jouait lorsque nous étions enfants. Quand nous étions enfants, et il y avait un grand tas de sable ou à la plage, on faisait des traces de bobsleigh. Et avec les billes qu'on avait, on faisait des courses pour voir quelle des billes était la plus vite. Ici, vous voyez illustrer deux pistes sur lesquelles des billes en acier peuvent rouler presque sans perte d'énergie liée à la friction. Les deux pistes ne sont pas identiques, mais le départ et l'arrivée sont à la même hauteur dans les deux cas. La question qui se pose alors est de prévoir laquelle des deux billes atteindra la première la ligne d'arrivée si elles partent en même temps. Vous êtes libre à faire votre prédiction. Je ne veux pas vous embarrasser et que vous la me dites.